On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Géométrie du réel, un épisode un peu spécial où on va parler des moyens narratifs originaux et dont le livre-jeu. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons Cyril Amourette, auteur de Cartographie du désastre paru aux éditions L'Alchimiste, un recueil de nouvelles SF, et Stéphanie Topolians pour un livre qui va paraître aussi aux éditions L'Alchimiste, Les petites histoires de Mathilde. Stéphanie, honneur aux dames, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît? Bonjour. Bien, donc moi j'ai suivi une formation scientifique. J'ai obtenu un doctorat en écologie et puis après j'ai fait de l'enseignement. Je me suis spécialisée dans les troubles des apprentissages et à l'heure actuelle, j'écris. Voilà. Très bien. Alors, Cyril, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Cyril. Eh bien, moi, pour ma part, j'ai fait des études d'histoire. Ensuite, j'ai pas mal bossé dans les nouvelles technologies. J'ai fait partie de la première bulle Internet dans les années 2000. C'était bien. Après, on était au chômage, tout ça. Et puis après, j'ai fait tout un tas de boulot, tout en continuant à écrire. Et puis, ça fait une bonne quinzaine d'années même que j'écris presque à plein temps. Pour une production assez lamentable et déplorable. Il n'y a qu'un livre qui est sorti aux éditions de L'Alchimiste. Donc voilà, je suis très lent, donc je pense que d'ici 200 ans, j'arriverai peut-être à en sortir un deuxième. Non, il y en a un qui sort hier, je crois. Je ne sais pas, tout dépendra de la diffusion de ton podcast. Voilà, avec Lionel, on est sur le coup là pour en sortir un bientôt. Et puis, on a d'autres projets au sein de l'Alchimiste, mais on en parlera un peu plus tard. Oui, tout à fait. Alors, les autres projets au sein des éditions L'Alchimiste, effectivement, là, on va rouvrir une nouvelle collection qui s'appelle Livre-jeu, tout simplement, pour remettre à l'honneur les livres dont vous êtes le héros, auxquels on a joué quand on avait, je sais pas, 13, 15 ans, 17 ans. Donc, parce qu'on est tous les trois, je crois, enfin, en tout cas, Cyril et moi, on est quarantenaires. Stéphanie, je ne sais pas quel âge tu as, mais Presque 50. oui, presque 50, voilà. Donc 45, 46, 50, voilà. En tout cas, nous, on a joué quand on était jeunes au livre dont vous êtes le héros. Alors, je précise effectivement que le terme livre dont vous êtes le héros est un terme, une marque déposée copyright des éditions Gallimard. Donc on va arrêter de l'utiliser tout de suite pour pas voilà, avoir donc un procès. on va arrêter de l'utiliser. Voilà, c'est exactement ça. Donc on va arrêter immédiatement. Et donc du coup, ce qui est bien par contre, c'est que ça permet d'identifier tout de suite de quoi on parle. Alors, on va parler des livres-jeux et des livres dont tu es le héros, et cetera, dont tu es, les livres aventures, livres-jeux, et cetera. Est-ce que Cyril, tu veux peut-être ouvrir le bal et nous parler un petit peu de ton expérience et puis des petites recherches que tu avais faites, entre autres sur l'Oulipo, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai deux, trois expériences éditoriales sur les livres-jeux qui ont été des désastres en fait, parce que ça fait déjà plusieurs fois que y a des boîtes qui essaient de relancer le truc. Alors, il faut savoir que les livres-jeux, donc il y a eu, on va faire un peu d'historique, il y a eu la grosse vague des livres-jeux au milieu des années 80, avec le début avec le Sorcier de la Montagne de Feu qui a été édité en France début 80, ça doit être 82 ou 83. J'ai regardé les chiffres ce matin, c'est en millions d'exemplaires que ça s'est vendu. Toute la collection Gallimard, ça a été un raz-de-marée. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, tout le monde lisait ça. Alors, c'était pas obligatoirement super bien les bouquins.
moi, je les collectionne, donc j'en ai racheté beaucoup. Ils sont pas super bien écrits, c'est souvent assez bateau, les univers sont assez faibles, mais il reste quelque chose. Alors, il reste quelque chose pour nous, c'est de la nostalgie. Évidemment, parce que comme tu disais, pour les quarantenaires, ça fait partie de notre imaginaire, au même titre que, grosso modo, les gros films fantastiques SF de cette époque-là, ou des disques ou des choses là. Donc évidemment, maintenant que nous, on est au pouvoir culturel, bah voilà, ça nous intéresse, donc on essaie de revenir sur le truc. Après, ça a été un peu relancé. Il y a des nouvelles éditions qui sont reparues au courant des années 2000. Gallimard a relancé avec des couvertures particulièrement ignobles. Ils ont relancé le truc, ils ont essayé de relancer le bazar. Ça a marché. Ils en ont vendu quand même quelques pelletés. Parce qu'après, c'est leur force de frappe, tout ça. Donc, et puis, il y a toute une scène un peu fanfiction qui tourne autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui en font eux-mêmes dans leur coin. Vous trouverez pas mal de forums où on trouve ce genre de livre à télécharger sur plein d'univers. Alors oui, il y a du fanfiction, il y a des choses sur, je sais pas, par exemple X-Files ou Doctor Who, tous ces trucs-là, on peut trouver. Et puis, fin des années 2000, donc un peu autour de 2010, avec l'apparition des livres électroniques, les e-books, les e-pubs, toutes ces choses-là, la littérature sur téléphone, on s'est dit que techniquement, c'était peut-être plus simple de faire ça électroniquement. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, ces livres à choix multiples, les livres-jeux, bah, vous avez un paragraphe, vous le lisez, puis à la fin, c'est un lien hypertexte, grosso modo. Vous pouvez cliquer à un endroit et hop, ça vous envoie à un autre. Alors sur papier, il faut feuilleter. Faut feuilleter pour atteindre le paragraphe. Sur liseuse, c'est plus simple. Tac, vous cliquez sur le truc et puis vous arrivez au paragraphe susmentionné. Donc, il y a eu quelques maisons d'édition qui étaient surtout spécialisées en édition électronique au courant des années 2010 qui se sont lancées dans le bazar avec plus ou moins de succès. Moi, j'en ai écrit un à ce moment-là sur une boîte dont je tairai le nom par charité chrétienne. Et ils en ont sorti quelques-uns. Ça s'est plus ou moins bien vendu. Moi, je pense que ça a été un peu mal vendu, mais bon, mal vendu en termes éditorial. Après, c'est un autre problème. Mais il y avait un peu toute cette effervescence autour du livre électronique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le livre électronique autour du livre-jeu, peut-être les nouvelles potentialités d'hypertextualité à l'intérieur d'un livre-jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté livre. En fait, parce que les livres-jeux de la collection Gallimard, c'était des livres-jeux, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau littéraire, c'était vraiment pas terrible, c'était plat. Moi, je pense qu'il y a une possibilité littéraire dans ces ouvrages-là. J'ouvre une parenthèse, Cyril, sur le fait que les livres des éditions Gallimard étaient des livres traduits. Alors, il est très probable qu'ils aient été assez mal traduits, et peut-être, après, l'édition, elle devait être ce qu'elle était, quoi, voilà. Donc, effectivement, je pense que la traduction a beaucoup joué. Et d'ailleurs, j'ouvre une seconde parenthèse et un clin d'œil en disant que nous, pour notre part, on va privilégier des titres français, donc non traduits et originaux. Voilà. Donc, alors, t'as raison, parce qu'il y avait une autre édition concurrente, c'était les histoires à jouer. Histoire à jouer, ou comme tu peux le comprendre, vous pouvez le comprendre, il y a un double sens dans le titre, les histoires à jouer, et c'était des livres historiques la plupart du temps. Il y avait des histoires de mousquetaires, des histoires d'hommes des cavernes, des histoires, il y en avait un pendant la Résistance. Il y avait donc c'était histoire à jouer, et ça c'était français, il y en avait je crois qu'il y a quelques traductions quand même, mais c'était en grande partie français. Alors ça, vous pouvez les retrouver parce qu'ils ont été réédités chez Posidonias. Ce monsieur, qui est un fan de livres dont vous êtes le héros, a acquis les droits d'histoire à jouer et il a tout réédité. Donc ça, c'est chouette, on peut retrouver des trucs. Et il y en a des très bons, par exemple le prisonnier. Je crois que c'est le titre, ouais, c'est ça, le prisonnier, c'est dans l'univers du prisonnier de la série télé. Et celui-là est très bon, par exemple, celui-là est très bien écrit.
Il est vachement bien. En plus, il a un système de jeu qui est vachement chouette parce que c'est pas un paragraphe qui mène à un autre. C'est quand vous faites un paragraphe, ça remplit 1 heure de la journée et à la fin de l'heure de la journée, quand vous avez rempli votre journée, vous passez à la journée suivante, ainsi de suite. Et c'est une autre façon de faire de l'interactivité qui était plutôt intéressante. C'est très intéressant. Stéphanie, est-ce que tu veux intervenir? Alors en fait, moi, j'ai pas eu vraiment d'expérience avec ça jusqu'à ce que j'ai ma fille. Et c'est avec ma fille que j'ai découvert les livres jeux. Et j'ai trouvé ça vraiment ludique de pouvoir prendre part à l'aventure, mettre en place des choix et voir un peu ce que ça donnait. Et c'est ce côté ludique en fait qui me plaît dans la rédaction du livre Oui, parce que tu es en que train je suis en d'en train de faire. écrire un. Et Ouais. tu parlais aussi en off l'autre fois, quand on avait échangé sur le sujet, tu parlais d'une BD. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi le fait que le livre-jeu est revenu ces derniers temps. Alors, tu n'en as pas parlé, Cyril, pourtant tu as fait déjà un beau tour d'horizon, mais le grand retour de la BD en livre-jeu. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi parce que c'est assez inattendu. Moi, au départ, j'aurais pas imaginé, si tu veux, que la BD puisse se prêter à ça. Mais c'est ce que tu me disais, hein, Stéphanie, que toi, tu avais connu ça par la BD. Oui, du coup, quand tu m'en as parlé du projet, moi j'avais en tête seulement les livres sous forme de BD, où effectivement on passait à la fin du chapitre aussi, enfin, si je peux dire, oui, chapitre quand même, hein, mais c'est sous forme de vignettes de BD, et à un moment donné, on fait un choix et pareil, le même principe, on est renvoyé à une autre page. Et donc, comme j'avais pas eu l'expérience des romans de jeu, pour moi, j'étais restée sur cette idée-là. Et effectivement, le fait de pouvoir écrire une histoire, là, je rejoins Cyril, je trouve que c'est très important de pouvoir mettre une histoire conséquente dans ce type de livre. Il n'y a pas de raison, en fait, de se sentir obligé, en fait, de limiter l'histoire à quelque chose d'assez pauvre pour, euh, pour pouvoir rentrer dans l'écriture. Hmm. Du côté justement écriture, est-ce que tu peux nous dire si tu rencontres des difficultés? Est-ce que ça te change la manière d'écrire et de penser le livre, de penser la narration? Oui, alors, bon, déjà, il y a vraiment une chose qui attire toute mon attention, qui retient toute mon attention, c'est vraiment la logique, la cohérence des chapitres les uns par rapport aux autres. Et je crois que c'est une difficulté vraiment supplémentaire parce que quand on fait des corrections sur une rédaction de livre classique, en fait, on peut revenir et après, on va assez rapidement retrouver le déroulé. Si on change un détail dans un chapitre précédent, on peut facilement retrouver le déroulé. Or là, si on se met à changer un détail dans un des premiers chapitres, après, il va falloir qu'on retrouve tous les chapitres qui sont reliés et bien faire attention à garder cette cohérence jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse difficulté, de bien se rappeler étape par étape ce qu'on a mis dans les chapitres précédents et qu'effectivement l'articulation se maintienne du début jusqu'au bout, de sorte à ce que le lecteur, quand il change de chapitre, il se dise pas d'où vient cette idée, ou au contraire, bah oui, ça on me l'a déjà dit, etc. Mmh. Oui, oui, d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est vraiment, ces articulations-là qui sont pas évidentes oui, à gérer parce qu'il faut pas oublier tous les petits détails, les verbes, l'action exactement, comment elle bascule d'un point à un autre et faire que, ce petit détail-là, soit présent dans le paragraphe suivant alors qu'il l'est pas, dans le paragraphe précédent ou dans le paragraphe alternatif
narratif. Et voilà, donc effectivement, ça c'est un, c'est un point très important. Cyril, est-ce que tu voulais intervenir sur cette difficulté narrative? Ouais, parce que t'as vu ce matin, on a fait une correc sur une histoire d'un cahier. Et en fait, on l'avait pas vu tous les deux sur mon bouquin. Et tout simplement, il y a un paragraphe où le personnage principal, il a un cahier en main, et en fin de compte, tu as deux paragraphes qui viennent à ce paragraphe-là, et un coup c'est lui qui l'a, un coup on lui donne, et il y avait voilà un verbe qui allait pas, et voilà, on n'avait pas vu le truc, et c'est en relisant là encore une fois qu'on s'est aperçu que il y avait ce détail qui clochait. Moi j'aime bien utiliser le terme de quantique. C'est-à-dire pour ceux qui savent un peu ce que c'est que c'est tous les états physiques en même temps d'une chose. Vous savez, le chat de Schrödinger, tout ça. Donc quand on écrit une histoire, il faut écrire toutes les facettes. Souvent, enfin c'est pas souvent, mais quand on écrit de manière linéaire, naturelle, on a une histoire en tête, on va du point A au point B. Bon, même si on court dans tous les sens, il faut faire des coupes dans ce qu'on dit. C'est le personnage, il fait un truc, il fait pas autre chose. Sinon, c'est incompréhensible si le personnage il s'amuse à faire tout. En revanche, là, on peut faire des actions quantiques, c'est-à-dire que il peut ouvrir la porte, ne pas l'ouvrir, passer à côté, défoncer le mur, rentrer chez lui. Voilà, il faut imaginer toutes ces choses-là. Et c'est ça que je trouve intéressant, non pas dans le fait de ne pas avoir de choix, mais au contraire de donner tous les choix. Vous voyez, on est obligé de s'abstraire en tant qu'auteur. Parce que évidemment on est toujours en train de malmener nos personnages. Tu vas faire ça, comme ça va faire avancer mon histoire, même si c'est débile, tu vas le faire. Et ben là non, c'est le lecteur qui est obligé de faire ce choix débile, s'il veut faire progresser l'histoire d'une certaine manière ou pas. Donc moi j'aime bien cette idée quantique du truc, puis on le voit dans les logiciels qu'on utilise pour écrire, ça fait des superbes arborescences, ça part dans tous les sens. Et moi j'aime bien cette idée-là, hein. C'est une idée vraiment moderne, je pense, dans le bon sens du terme. Et puis comme tu disais, ludique, parce que voilà, ça permet de jouer, ça permet de jouer avec la narration. Puis après bon, il y a d'autres trucs. Moi j'aime bien aussi, là je l'ai fait dans celui qui va sortir, c'est il y a plein de choix, et puis tout d'un coup on va se retrouver avec 20 pages sans choix. J'aime bien aussi faire chier le lecteur comme ça. Je sais pas si t'as remarqué, Lionel, mais la deuxième partie, il y a quasiment plus de choix. C'est juste de la narration, tac, puis tout d'un coup ping, je leur recolle un choix, juste comme ça. J'aime bien cette idée là aussi d'un peu surprendre le lecteur. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, le fait de ne pas laisser le choix à un certain moment, correspond aussi à une expérience de vie. Tu vois, tu sais, il y a des moments où tu es perdu dans les choix, tu te dis: «Ah bah tiens, si je fais ça», voilà, tu vois? Enfin, tu vois, dans notre vie, dans nos actes quotidiens réels, enfin, alors qu'est-ce que la réalité? Vous avez 4 heures. Mais on a cette chose-là, et puis il y a des moments où tu te dis: «Tu aucun choix, il faut que tu fasses ça», tu vois? C'est vraiment, ou en tout cas c'est très limité, en tout cas en apparence. Et Stéphanie, est-ce que tu as des expériences par rapport à ça, justement, au choix, au non-choix, au fait de diriger, de pas diriger, et cetera, le lecteur, comment tu vis ça? Heu, mmh, alors j'essaye de me mettre déjà dans la place, à la place du lecteur, ce que j'ai pas forcément fait pour mon premier roman. Je me suis dit: «Si je commence à réfléchir à ce qui va plaire, pas plaire, ça va pas le faire. Il faut que je marque ce que j'ai envie de marquer». Là, c'est une autre démarche. Je me dis, bon, alors en tant que lecteur, qui a envie de découvrir des choses, surprenantes, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Est-ce que c'est intéressant à ce moment-là de justement faire plusieurs choix? Ou comme tu dis, à ce moment-là, est-ce que c'est plutôt, une obligation d'aller dans ce sens et puis pas dans un autre? Et je me pose aussi la question, notamment, par rapport à ce que j'ai déjà lu, par ailleurs, si à un moment donné, je vais, faire, mourir, l'héroïne, parce que moi c'est une héroïne, et puis obliger le lecteur par exemple à reprendre au début, ou
ou avoir un espèce de raccourci pour reprendre l'histoire à un moment. Voilà, ça c'est des choses encore sur lesquelles j'ai pas tranché. Je suis au début de la rédaction. Mais voilà, ce sont toutes les choses que j'envisage et qui sont tout à fait différentes de la façon d'écrire pour mon premier roman. Et voilà. D'accord. Ça me fait penser qu'il y a une précision qu'on n'a pas apportée, c'est que enfin, en tout cas, dans les livres-jeux dont on parle là, même celui que tu avais écrit, Cyril, le tout premier, qui d'ailleurs, m'avait, fait te contacter, ce sont des livres où il y a très peu de règles finalement, hein. Il y a pas, de fiches de personnages, il y a pas d'usage du dé, du crayon, voilà, tu vois? On essaye en tout cas dans cette nouvelle génération, dans cette collection-là qu'on est en train d'écrire, nous trois là, enfin pour commencer la collection aux éditions Alchimiste, c'est vraiment des livres dont vous êtes le héros, enfin des livres-jeux très dépouillés, plus proches d'une D'un livre. littérature que voilà que du jeu. Hein. Ouais, plus proche d'un livre que du jeu. T'as raison. Après, pour le vaisseau du temps, pour le citer, c'était une contrainte technique en fait, parce que comme il sortait qu'en électronique, étrangement, il y a un problème. Alors je sais pas si ça a été réglé, parce qu'en fait je m'en fous. C'était sur Apple, sur macOS, voilà. Enfin, je sais plus les iPhones, je sais plus sur quoi ils tournent. Bref, sur l'OS des iPhones et des iPads, il n'y a pas de storage. Tu peux pas, du moins à l'époque, quand moi je l'avais fait, la contrainte sur l'EPUB, tu pouvais pas stocker des données. Tu pouvais pas stocker des variables, donc tu pouvais pas stocker des points de vie, tu pouvais pas stocker un fil d'Ariane, tu pouvais pas stocker ce genre de trucs. Sur Android, tu pouvais. Il y avait un storage, mais pas sur macOS, enfin sur iPhone. Donc, on avait pris la décision de pas faire de règles, si ce n'était de faire sur papier. Vous notez vos points de vie sur un bout de papier de ça, ce qu'on trouvait complètement con d'avoir un téléphone et un bout de papier. L'éditeur ne voulait pas faire ça en l'occurrence. Et comme il était très Mac, il fallait absolument se dépatouiller de cette problématique du storage. Donc on avait fait sans règle. Tu as raison en disant que là, moi, celui que j'ai écrit, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas toutes ces choses-là. Au début, j'avais fait un inventaire et puis je m'étais dit, ouais, vous notez une corde, une lampe, un truc. Et puis en fin de compte, je l'ai viré ce bordel. C'était relou. Et en plus, c'est super pénible à gérer au milieu du truc. Ce que ça fait. Si vous avez une corde, vous faites ci. Si vous n'avez pas de corde, vous faites ça. Gna gna gna. T'arrêtes pas de répéter ça. Donc c'était un peu pénible. J'ai fini par le supprimer. Mais à contrario, j'ai quand même 2-3 idées dans la tête qui tournent de trucs avec des règles super abscons, super relou, où tu aurais vraiment des contraintes, genre vous avez un demi-point de vie. Dès que vous faites un truc, vous mourrez. Tu vois, le truc super punitif ou alors à chaque... on pourrait imaginer... Il y a un bouquin qui s'appelle L'Homme D, qui est super bien. J'ai perdu le nom de l'auteur, il a un nom un peu compliqué. Ça s'appelle L'Homme D, c'est l'histoire d'un type. Du jour au lendemain, il décide de régler sa vie sur des coups de dé. Donc, quoi qu'il fasse, il jette le dé. Alors, c'est pas un livre interactif, hein, c'est pas un livre-jeu, c'est un vrai livre. C'est un vrai livre. Avec des mots et tout ça. Et donc l'homme D, voilà, il a décidé, donc je quitte ma femme, si je fais un 6, je quitte ma femme. Hop, 6, bon, je quitte ma femme. Si je fais 3, je brûle ma voiture. 3, je brûle ma voiture. Et voilà, il règle toute sa vie sur les coups de dé. Donc ça serait, c'est une idée qui me trotte en tête aussi, de faire vraiment... peut-être la vie, peut-être la vie d'un personnage ou autre chose sur des coups de dé, que du hasard. Après, c'est vrai qu'il faut, quand tu lis, du coup, par conséquent, faut avoir les dés sous la main, quoi. Ce qui est peut-être pas obligatoire quand tu es dans ton lit avec ton livre, ou dans le métro avec ta liseuse. Alors voilà, en liseuse, je sais pas, faudrait y penser, c'est intéressant, mais en papier, je sais qu'il y avait eu une collection, alors dont je me souviens plus le nom, qui avait imprimé en bas des chiffres de dés
tu sais, Ouais. des petits Ouais, carrés ouais. avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Puis j'allais dire, tu Tu scrollais, ouais, tu feuilletais ta page. feuilletais, Ouais, ouais. tu feuilletais ton livre et pof, si tu le faisais 2 fois, tu avais 2 jets de dés et ça te faisait 4 et Mmh. 6, donc ça allait au numéro 10, Ouais, etc. c'est Et pas donc idiot. ça te permettait de faire un truc comment Oui, mince, oui, oui. Une alternative une alterne au dé de 6. voilà, et de faire un hasard, voilà, de faire un Mmh. jeu de hasard à l'intérieur même du livre et en se débarrassant du crayon papier et du dé. Et par exemple, nous, on a mis en place un petit système. Par exemple, dans le mien, j'ai mis, vous pensez à un chiffre, entre 1 et 6 et automatiquement, hop, dès que je vous dis ça, vous y pensez. Ouais, il y a une induction qui est faite et hop, vous pensez 4. Alors si vous faites, entre 4 et 6, vous allez à la page, au paragraphe, numéro autant, entre 1 et 3, vous allez au paragraphe numéro autant. Et je crois, Cyril, que tu m'avais dit aussi que tu avais, proposé une autre astuce de ce type-là, mais j'ai oublié, tu peux me rappeler? Tu Je l'as n'en ai oublié aussi? aucune idée, hein. Ah zut! Et tu avais Non, non, oui, oui. Non, non, si, si, il y a des trucs, tu peux faire des petites astuces, genre, vous ouvrez un tiroir, dedans, il y a un cahier, il est marqué 4 et puis, 17 paragraphes plus tard, si vous vous souvenez du numéro qui est marqué sur le cahier, allez, additionner, 4 à 68, des conneries comme ça. Ou alors tu peux imaginer que chaque indice, a une valeur et puis, au paragraphe où tu es, tu dis ajouter la valeur de tel indice. Une clé à un indice 3, une clé à un indice 4, une clé à un indice 5, et puis après, vous prenez la clé à l'indice 4, et puis vous ajoutez ce 4 au paragraphe auquel vous êtes. Il y a des petites astuces comme Mmh. ça qui peuvent être imaginées. C'est ça qui est. Il y a tout un tas de potentialités. C'est là pour revenir à ce que je disais au début. Il y a tout un tas de potentialités qui, je pense, n'ont pas été faites. Euh, à la fin des années 90, le jeu vidéo a pris le dessus. oui. L'interactivité au niveau du jeu vidéo a pris le dessus. Il y a commencé à avoir ce qu'on appelait les jeux textuels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des jeux, il y avait du texte, mais c'était sur ordinateur. Il y avait du texte et puis il fallait que vous tapiez les réponses. Vous rentrez dans une pièce et tu tapais open the door, tac tac, tu tapais open the door et puis la porte s'ouvrait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les jeux textuels. Et ces jeux-là ont phagocyté le truc. Après, ça a donné tous les autres jeux, enfin beaucoup de jeux interactifs. Après, il y a eu les point and click, toutes ces choses-là. Et le jeu vidéo a vraiment phagocyté l'interactivité. Vraiment l'interactivité, l'objet interactif. Et c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver. Je pense qu'il y a une branche qui a été mise de côté il y a voilà, une vingtaine d'années de ce côté-là. Pourtant, comme je te l'ai déjà expliqué, tu l'as dit en intro, il y a des gens qui avaient testé des trucs. Les Oulipo avaient testé des trucs, Raymond Queneau avait testé des trucs, même Borges, dans certaines de ses nouvelles, dans Fiction, avait testé des trucs. Il y a un roman que moi j'aime beaucoup, c'est La Maison des Feuilles de Marc Danielewski. Il y a plein d'hypertextes dans son roman. C'est un gros roman en papier, linéaire, mais tu as plein de renvois. Tu peux passer d'un paragraphe à l'autre. Tu as des listes de trucs. Enfin, c'est vraiment super bien, La Maison des Feuilles. Il y a pareil, La Foire aux Atrocités de Ballard. Dans La Foire aux Atrocités, tu peux lire chaque paragraphe dans le sens que tu veux. Enfin, pardon, pas dans le sens que tu veux, mais tu peux lire les paragraphes indépendamment. Ballard le disait lui-même, c'est un bouquin expérimental. Vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, vous lisez le paragraphe et vous avez quasiment le roman qui tient dans un paragraphe. Tu vois le truc. Et ça, ça peut être aussi. On pourrait imaginer comme ça aussi un livre-jeu où chaque paragraphe est indépendant. Et en fin de compte, tu peux le lire dans le sens que tu veux, sans lier les paragraphes entre eux. Ça pourrait être une piste à explorer. Ah, c'est compliqué. Oui, 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 je vous vois tiquer, mais c'est des potentialités. Non, mais c'est des potentialités. Non. C'est pour ça qu'Oulipo, c'est super intéressant. L'ouvroir de littérature potentielle, c'est que je pense que écrire un roman du premier mot au dernier mot, bon, c'est bien, on le fait très bien, c'est chouette, mais on peut peut-être faire autre chose. Ah, on peut peut-être faire autre chose. Alors justement, Cyril, là, tu viens de parler de l'Oulipo très rapidement. Est-ce que tu peux briefer nos chers auditeurs et chères auditrices et chers auditeurs? Parce que je pense qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est Oulipo. Tu peux nous briefer un petit peu? Oulipo, si vous avez lu le Goncourt de l'année dernière, l'Anomalie, dont j'ai perdu l'auteur, là, je ne sais plus. Bon, on va l'appeler monsieur. Ce monsieur, dans l'Anomalie, lui, il vient d'Oulipo.
l'Oulipo, c'est l'ouvreur de littérature potentielle. C'est un mouvement qui est né dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc un Avec des acronyme. gens comme Raymond Queneau, Pérec, tout ça. Vous avez lu aussi La Disparition. La Disparition où il a enlevé la lettre E de tout son livre. Il y a pas la lettre E dans La Disparition. Donc voilà, c'est leur idée, c'était de faire de la littérature à règle, la littérature où il y a des contraintes très fortes. Je sais pas, écrire toutes ces phrases avec 5 mots, par exemple, des conneries comme ça. Donc les contraintes créent des nouvelles potentialités. C'est ça qui est intéressant dans leur truc à Oulipo, hein, c'est que en se donnant des règles, en se donnant des contraintes, en se donnant des interdits, en se donnant tout un tas de trucs, tu rajoutes, et ben en fin de compte, tu te crées des nouvelles libertés parce que tu es obligé de creuser, tu es obligé d'aller là où les autres ne sont pas allés, et ça te permet de faire autre chose. Et la preuve, il a quand même eu le Goncourt l'année dernière, celui dont j'ai oublié le nom. J'ai pas du tout envie d'ouvrir une page. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, son bouquin, c'est l'Anomalie. Je sais pas combien, il en est à plus d'1 million d'exemplaires vendus. Hein. Ça, c'est super bien vendu parce qu'il se lit très bien en plus, l'Anomalie. Hein. Donc, mais il y a de la contrainte dedans. C'est ça qui est intéressant. Ouais, on va mettre ça dans le descriptif du podcast, hein, comme à chaque fois, hein, je mets les références dans le descriptif du podcast. D'ailleurs, si vous voulez toutes les références, le vrai résumé que je mets, il faut aller sur Ocha, hein, parce que sur les autres plateformes, je suis pas sûr que le texte soit repris à chaque fois. Enfin bon, bref, ça c'était une parenthèse. Je voulais juste réagir sur le fait que tu disais quelque chose de très intéressant sur les contraintes qui obligent à creuser pour faire émerger des nouvelles libertés. Et je sais que dans le domaine de la spiritualité, la non-dualité, etc., les voies indiennes de non-dualité, Adhyatma Yoga, etc., c'est quelque chose qu'on dit, on parle souvent de la liberté dans la contrainte. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui peut être vécu comme une expérience, c'est-à-dire une personne qui est enfermée, hein, comme Nelson Mandela et plein d'autres, hein, d'ailleurs, qu'on dit que finalement, à l'intérieur même d'une énorme contrainte, d'une énorme suppression de liberté, ils ont trouvé la liberté intérieure la plus complète, en tout cas, de ce qu'ils disent de leur expérience. Enfin bon, voilà, je voulais juste souligner ça, parce que je trouvais le parallèle intéressant. Stéphanie, est-ce que tu veux réagir par rapport à ces investigations narratives? Est-ce que tu as des idées qui te sont venues voilà. Non, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Cyril par rapport quand il a parlé de. Alors là, je suis bien embêtée parce que je me rappelle plus de quoi il a parlé, mais il a dit qu'on avait tiqué. Et en fait, moi, je tiquais pas parce que je me disais qu'effectivement, ah oui, c'était les paragraphes indépendants, voilà. Et lire les paragraphes de façon indépendante. Je tiquais pas, je me disais que c'est une excellente idée parce que là, en fait, pour le coup, relier les paragraphes les uns avec les autres, avec les contraintes que ça amène, avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut une vraie cohérence entre tous les paragraphes. Finalement, avoir des paragraphes indépendants, c'est peut-être plus facile. Je ne sais pas. Après, je vois pas trop comment on peut tenir sur un livre en rédigeant une histoire avec des paragraphes indépendants. Enfin, tu vois, je comprends pas trop comment, à travers un livre, tu peux réussir à chaque paragraphe faire en sorte que l'histoire tienne dedans, tout en ayant que des paragraphes indépendants. Ouais, ce serait plus une histoire d'ambiance ou de sensation. Tu as raison. Faire une narration vraiment linéaire avec un début et une fin sur ce genre de processus, ça serait un peu compliqué. En revanche, tu pourrais imaginer un truc de sensation ou je sais pas, un personnage qui aurait un problème de mémoire, par exemple, de mémorisation, ça pourrait être intéressant, ces choses-là. Mais c'était aussi pour ouvrir cette histoire de potentialité. J'ai donné un exemple comme ça. Il y a un autre exemple que je trouve intéressant aussi, ça serait de faire un paragraphe qui n'est relié à rien, donc que le lecteur ne le lit pas. Vous
Moi, j'aime bien cette idée de cacher un espèce de secret au milieu du bouquin, parce que en fin de compte, quand tu lis un bouquin, tu lis du début à la fin, de la première à la dernière lettre, donc tout est là, rien n'est caché. Et si il y avait une page, une pièce cachée dans un livre, ça serait marrant. En plus, tu verrais que tu pourrais dialoguer avec le lecteur comme quoi il aurait triché, parce que tu dis si vous êtes là, c'est que vous avez triché. C'est bien, c'est bien de tricher. Non, mais c'est des choses intéressantes que tu peux pas faire, par exemple, en jeu vidéo. Si tu peux glitcher, il y a toute la scène glitch où les mecs ils s'amusent à tricher pour rentrer dans des endroits du code qui n'existent pas vraiment. Donc là, le livre, c'est quand même plus dur de glitcher, passer derrière les pages, mais on pourrait le faire. On pourrait très bien imaginer de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand tu joues à un livre-jeu, finalement, tu demandes à ton cerveau de sortir d'une certaine linéarité qui fait que, bon, bah, effectivement, on suit un chemin et puis on se laisse bercer. Voilà, on se laisse bercer jusqu'au bout et finalement, on est assez passif. Alors, on est actif dans le sens où on imagine, on peut ressentir, etc. Mais finalement, on est dans une contrainte, celle du monde qui nous est proposée, voire imposée, si on pense qu'on est complètement happé par le scénario. Par exemple, dans un film d'horreur, t'es complètement happé, hein, tu bondis dans ton canapé alors que tu sais pertinemment que le mec avec la hache, il est pas là, hein, et pourtant tu t'es fait happer. Donc t'es descendu à un niveau de conscience où finalement t'es presque comme hypnotisé. Voilà. Alors que dans le livre-jeu, on te demande d'être actif, on te dit, on te demande d'ouvrir des nouvelles portes à l'intérieur de toi où finalement tu te dis, bah, peut-être que ma vie et comme le personnage pourrait être différente, pardon. Et voilà, je voulais juste souligner ça parce que je trouvais ça intéressant. Oui, Stéphanie. Oui, justement, par rapport à ça, je me disais que c'était pour le lecteur la nécessité de prendre des risques à chaque fois qu'il fait un choix. Et je pense que ça, c'est important dans les livres-jeux, que le lecteur puisse sentir qu'à un moment donné, bah, quel que soit le choix qu'il fait, c'est pas un cours d'eau paisible. Il y a des risques et que finalement, il va peut-être s'imprégner un peu plus de la démarche du héros, en sachant qu'effectivement, en fonction des choix qu'il va faire, il va par exemple, aller jusqu'à l'ultime, à savoir, il peut perdre la vie. Et donc, il y a aussi cette problématique, comment on amplifie un peu cet enjeu, à savoir, une fois qu'il a perdu la vie, est-ce qu'on lui simplifie la tâche en lui disant bon bah dans ce cas-là faut retourner à tel chapitre, ou bien est-ce qu'on l'oblige à recommencer, et dans ce cas-là effectivement ça me fait penser un petit peu à quelque chose comme les vies successives qu'on pourrait avoir à chaque fois que bah voilà, on a loupé, on n'a pas fait le bon choix, bon bah on a encore la possibilité de recommencer une autre histoire ou l'histoire d'une autre façon, mais on recommence du début. Voilà. Donc, oui, il y a un enjeu là qu'il n'y a pas dans un roman classique, à savoir que, en fonction des choix qu'on fait, effectivement, on peut se retrouver un petit peu dans des difficultés qu'on n'avait pas forcément voulu. Et puis il y a aussi, comme tu le disais, il peut avoir la sensation d'avoir loupé quelque chose, d'avoir loupé un bout de l'histoire. S'il a fait un choix, c'est pour ça que là, dans celui que je sors, il y a des moments où tu as un autre personnage qui raconte un choix qui n'a pas été fait. Si tu arrives à cet endroit-là, c'est que tu n'as pas fait ce choix, donc machin. Et moi, j'ai un personnage qui raconte l'autre choix qui a été fait, machin. J'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Mais j'aime bien aussi cette idée de cacher des trucs au lecteur. Il loupe des chapitres entiers de l'histoire, peut-être parce qu'il a voulu, un peu comme dans la vie, tu vois. Si tu vas tout droit, c'est le chemin qui est intéressant, c'est peut-être pas l'objectif. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont lire ça bêtement. Je vais aller à la fin le plus vite possible. Et en fin de compte, ils vont louper une belle partie de l'aventure. Mais c'est intéressant ce que tu dis, d'ailleurs ce que vous dites tous les deux. Enfin, j'étais en train de me souvenir en vous écoutant que dans le jeu vidéo dont tu parlais tout à l'heure, Cyril, d'ailleurs, il y a souvent le choix conditionnel.
qu'on ne peut pas mettre dans le livre. C'est-à-dire que, par exemple, Wakiza, qui a été fait, comme tu le sais, sous forme d'application, enfin voilà, le texte, d'abord c'était une nouvelle, ensuite je l'ai adapté pour l'application quand elle a été mise sur Play Store, etc. Chez un autre éditeur, et puis ensuite là je l'ai reprise pour le mettre en livre-jeu, ce qui a donné un charcutage très délicat pour le mettre en forme. Parce que justement, quand il était sous forme d'application, en fait, il avait la logique du jeu vidéo, c'est-à-dire que il y avait une conditionnelle, voire plusieurs conditionnels du type, bon, bah, si tu es dans la pièce et que tu as une lumière et que tu as utilisé cette lumière pour lire tel truc, alors tu peux lire le texte. Ce qui est pas le cas dans un livre-jeu, tu peux pas faire ça. Il y a Donc on est obligé de revenir à des astuces qui sont à la fois plus simples et en même temps plus profondes, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez de ça? Enfin, Et voire même un peu rébarbative, parce que tu as peut-être un peu des paragraphes qui vont se répéter. Tu vois, genre, tu es oui, dans le hall. Dans le hall, il y a la porte à droite, la porte à gauche, là, un tout droit. Et puis Oui. après, tout droit, c'est un cul-de-sac. Donc, tu reviens dans le hall. Donc, tu te retapes le paragraphe écrit comme ça. Oui, oui, non, mais ouais, quand il n'y a pas de conditionnel, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut s'arranger. Ça fait une contrainte supplémentaire. voilà, c'est ça. Stéphanie? Ah, moi, j'avais pensé aussi, enfin, en mettant à la place toujours du lecteur, à ceux qui ont justement, comme tu disais, comme vous disiez tous les deux, aux choses qu'on pourrait louper. Le lecteur qui a envie de recommencer le livre en faisant des choix différents pour voir s'il a rien loupé. Et donc, voilà. Du coup, dans l'écriture, effectivement, ça fait des espèces de poches d'informations supplémentaires à imaginer, de sorte à ce que, à aucun moment sur un chemin, on puisse vraiment avoir accès à ces cachettes et qui oblige le lecteur à refaire une seconde lecture pour pouvoir avoir toute une facette de l'histoire auquel il peut pas avoir accès sinon. C'est là où ça devient intéressant, c'est que les vieux, les livres dont vous êtes le héros canoniques, c'est souvent, même majoritairement des livres à but, à objectif. C'est-à-dire, ils sont même quasiment tous sur le concept du monstre trésor, donjon trésor monstre, je sais plus comment, dans quel ordre c'est, mais c'est à une quête et puis tu dois trouver un truc à la fin. Alors qu'on peut imaginer, enfin la vie elle est pas comme ça quoi, c'est pas que des quêtes. On peut imaginer ouais que ça tourne en rond, moi j'aime bien travailler sur les notions du temps dans mes livres jeux. C'est déjà dans mes nouvelles, c'est des choses que j'aborde souvent, les questions du temps, mais c'est des choses dans le vaisseau du temps qui porte bien son nom, tu te souviens Lionel, il y avait une boucle. Ça t'avait rendu dingue. Et l'éditeur, quand je lui avais envoyé, il me dit ah mais ça marche pas ton truc, on tourne en rond. Bah oui, je lui dis bah ouais, c'était l'idée en fait. C'est le livre qui finissait jamais. J'aimais bien cette idée. Il y avait pas de paragraphe de fin. Quand t'arrivais à un truc, tic, ça bouclait et tu refaisais toujours le même truc inlassablement. Mais c'était inclus dans la narration parce que le perso était bloqué dans une boucle temporelle. C'était une espèce de boucle de fin du monde. Il était bloqué il revivait inlassablement toujours le même truc. Un peu un peu un jour sans fin quoi. C'est vraiment l'idée et ça c'est encore une fois c'est des potentialités. J'aime bien, c'est une chose qu'on dit de la maison des feuilles dont j'ai parlé tout à l'heure de Danielewski. C'est un livre qui est plus grand à l'intérieur qu'il n'y paraît. J'aime bien cette idée. C'est un livre qui est plus vaste que ce qu'il est. Et c'est quand on réfléchit alors c'est vrai que C'est-à-dire? bah, il est plus grand que ce que tu imagines. C'est tu comprends. Si, je vois à tes yeux que tu comprends en fait ce que je veux dire. Tu fais style je comprends pas, un livre il y a 300 pages, les 300 pages elles sont là. Bah non, le livre il est plus grand. Tu sais, c'est comme le vaisseau du Docteur Who, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ben c'est la même chose là, et puis tu sais c'est le truc le monde est dans ta tête aussi, le monde est plus vaste dans ta tête que dans le vrai monde. Bah là c'est parce que voilà, il est en double. Donc là j'aime bien cette idée là que dans le livre soit plus grand que ce qu'il n'y paraît. Il est plus. C'est pas une question de profondeur, c'est une question plus vaste. Il est comme le monde est représenté ou le temps peut être représenté dans un livre. Donc c'est un simulacre de temps et tu peux le dédoubler à l'infini comme ça. Les histoires en cascade, histoires à tiroir, tout ça. C'est encore une fois ouais, voilà, c'est ça. Pas de limite. Ouais, c'est ça. L'imagination n'a pas de fin. Les récursives et tout ce que tu veux.
C'est l'histoire, tu sais, tu fais une maquette d'un truc et puis tu t'aperçois que la maquette est trop petite, donc tu la fais plus grande. Puis tu t'aperçois qu'elle est trop petite, puis tu la fais encore plus grande, tu t'aperçois qu'elle est trop petite, et puis à la fin, tu te rends compte que tu as la maquette du monde, tu as le monde dans le monde, tu as une maquette aussi grande que le monde, et tu t'es créé le monde dans le monde. Et j'aime bien cette idée-là, voilà, si on pouvait faire un livre-monde comme ça serait super, où on pourrait mettre tout, on pourrait mettre le monde dans le monde. Bah, je pense qu'on va faire des livres-jeux sous champi. Hein, voilà. Voilà, psilocybes, ce que vous voulez. Non, mais à consommer avec modération, bien évidemment, et sous Mais tiens, surveillance. t'as raison de parler de ça. Non, mais c'est vrai. Burroughs qui écrivait William bien Burroughs. drogué. Ouais, William Burroughs qui écrivait bien drogué. Il y a plein de bouquins, ces livres qui sont faits avec la technique de cut-up, où il prenait un paragraphe, il coupait, il prenait carrément des mots, même tac, il les coupait, il les réintégrait dans autre chose. C'est quasiment une littérature interactive avant l'heure. Tu vois, il crée. Tout n'est pas lisible chez Burroughs, mais il y a il creusait. Non, je suis d'accord, tout n'est pas lisible chez Burroughs, mais il y avait cette idée que la littérature, c'était pas que le premier mot et le dernier mot et la linéarité sur 300 pages. Mais d'ailleurs, on pourrait même imaginer des livres-jeux. D'ailleurs, je jette l'idée au passage là, avec des trames temporelles de différentes densités. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer, tu vois, l'exploration d'une maison, c'est minute après minute, heure après heure, etc. Et on pourrait imaginer une trame qui d'un seul coup décroche et fait une trame temporelle, un paragraphe, une année, tu vois, un paragraphe, 6 mois ou 5 ans. Et on pourrait imaginer comme ça des bonds Tu vois tu vois, qui sautent comme ça. On arrive bientôt au bout. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, ou je sais pas, quelque chose à recommander, une idée qui vous vient comme ça? Stéphanie, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ouais, au niveau je peux donner déjà mes sensations par rapport à l'écriture de ce livre. Je suis je suis vraiment, je suis super contente en fait de le faire, parce que vraiment ça m'a ouvert des potentialités. Non, mais une liberté, évidemment, ça reprend tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que à la fois j'ai l'impression que c'est un vrai casse-tête, donc j'avance pas à pas en me disant que j'ai pas envie de faire 40 corrections sur les chapitres précédents, parce qu'après ça va être le vrai bazar pour s'y retrouver. Donc j'avance vraiment de façon simultanée sur toutes les potentialités de l'histoire. Et à la fois, je trouve ça extrêmement drôle, stimulant, ludique, encore une fois, et parce que là, je sens vraiment que j'ai envie de jouer avec le lecteur. Voilà, à travers mon histoire. Ça, je le ressentais pas forcément. J'avais envie de donner de la qualité à lire pour le roman, mais là, dans ce type de livre, c'est vraiment avoir envie de jouer, de taquiner, d'amener dans un sens, de faire réfléchir, de faire oser prendre des risques. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très sympathique, et merci Lionel de m'avoir donné l'opportunité de rentrer dans l'écriture de ce type de livre. Bon, c'est toi qui écris, mais c'est bien que tu aies accepté le défi, en tout cas. Et Ouais, c'est chouette défi, ouais, vraiment. ouais, c'est un sacré défi pour un auteur, je pense, hein. Parce qu'effectivement, il y a déjà l'aspect, mémoire, articulation, voilà, il y Ouais. a un aspect très concret qui demande quand même, mine de rien, une certaine discipline. Et puis après, effectivement, il y a, la tonalité qu'on peut lui donner, c'est-à-dire, moi, j'ai plutôt exploré le côté, tourner en rond, le côté, avoir peur, peur de pas s'en sortir, peur de faire le mauvais choix, peur de plonger dans le noir. Enfin bon, voilà, j'ai joué sur ces trucs-là. Bon, après, il y en a qui vont accrocher et d'autres non. Mais voilà, j'ai l'impression que toi, Cyril, t'explores plus la dimension du temps, de s'y perdre, la dimension symbolique, les choses aux proportions divines, et l'absurdité aussi. Je sais pas, Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bien. Ouais, l'absurdité, c'est souvent les romans. Comment dire? Tu te dis ouais, bah ouais, ok, ça va arriver comme ça. Et puis quand tu le lis,
Tu sais que c'est un roman, alors que le monde, il est absurde. Tu vois ce que je veux dire? Le monde qui nous entoure est complètement absurde. Je parle même pas en termes de macro-histoire, hein, je parle juste de nos vies. Rien n'a de sens, tout est absurde. C'est complètement l'univers est réglé par l'illogisme et l'absurdité vraiment. Mais l'absurdité dans le bon sens du terme. Hein, chaotique quoi, vraiment, enfin théorie du chaos dans le sens où les choses arrivent sans aucun sens, si ce n'est si ce n'est les lois d'entropie où tout finit par s'effondrer. Mais et ça, dans les romans, Intéressant. parce que le mec enfin l'auteur ou l'autrice qui s'installe dans ce truc, il essaie de donner du sens avec son roman. Il essaie de donner du sens à tout ce bordel. La plupart du temps, je veux dire, c'est une espèce de vision mégalomane de l'auteur de donner du sens au bordel qui l'entoure. Là, j'aime bien. Alors, on va le voir. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai essayé de retranscrire avec celui qui sort dans les prochains jours. C'est vraiment de retranscrire le chaos ambiant et le chaos par les choix que tu fais, par la narration, par les lieux que tu explores, essayer un peu de déstabiliser le truc. Et puis après, au-delà de tout ça, il y a un petit côté méta que j'essaie d'explorer, c'est que j'essaie de sortir au maximum de l'ambiance heroic fantasy. L'ambiance même SF, hard SF. Le premier que j'avais écrit était quand même dans un vaisseau spatial. L'heroic fantasy, c'est vraiment pas mon truc. Même quand je fais de la SF, enfin tu le sais Lionel, je fais jamais de la, en fin de compte, je fais jamais de la SF. Même quand j'en fais pas. Là, voilà, ça se passe dans un lotissement. Bon sang, voilà, ça se passe dans un lotissement. C'est mon idée, voilà, c'était de sortir des carcans un peu. Donc c'est ça où je veux dire que c'est un peu méta, c'est que je veux sortir un peu des carcans du livre-jeu habituel. Il se passe dans un donjon, faut aller chercher un dragon, faut trouver la princesse, toutes ces âneries là. Voilà, j'ai plus 8 ans quoi, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Hein. C'est très intéressant, finalement, la princesse dans le tien, c'est une nouvelle rue, hein, voilà, donc en fait, non, mais le pitch, en gros, c'est d'un seul coup, il y a une rue qui apparaît dans un lotissement, complètement banal, hein, voilà, un lotissement comme tous les autres. Il y a une rue qui soudainement apparaît et tout le monde se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette rue? Elle était pas là hier», et alors les gens se demandent: «Ah bah tiens, on va peut-être aller l'explorer», et puis voilà, c'est le début de ton livre-jeu. Et voilà, donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Moi j'ai exploré la maison à exorciser avec Wakiza, et donc Stéphanie, si tu veux décrire rapidement le tien. Alors le pitch du début, mais je veux pas spoiler, donc je préfère que ce soit toi qui le fasses à la rigueur. Ouais, bah, en plus, voilà, hein, j'ai pas tout le déroulé en tête, hein, puisque j'en suis encore à l'écriture. Mais ouais, moi, ce que j'explore là, c'est vraiment, je m'amuse aussi en tant que auteur, hein, d'écrire un milieu complètement imaginaire. Alors pas de la fantasy, hein, on est plutôt sur de la science-fiction pour le coup. Et ça aussi, au contraire de Cyril, moi j'explore quelque chose, euh, le, tout ce qui pourrait être possible par mon imagination et qui n'existe pas. Et ça m'amuse aussi beaucoup de pouvoir à la fois mélanger, créer vraiment un univers nouveau, imaginer toutes les possibilités de passer par des univers parallèles, des choses comme ça. Et voilà, tout ce que moi je peux pas faire en tant qu'humain, ça m'amuse vraiment de pouvoir l'imaginer, le mettre dans les chapitres. Voilà. Bon, bah voilà, bah ça sera peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous avez une petite recommandation, je sais pas, de choses à lire? Cyril, est-ce que tu as un truc à nous proposer? Non, moi j'ai arrêté de lire en 1987. Donc, Ouais. voilà. Bon, bah, ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ça s'appelle l'hypopète. Bon, Voilà. donc Fichtre, non, mais allez Non, regarder lisez, voilà, c'est oui. tout. Lisez, décrochez vos écrans, bon sang de bois, allez pas dans le multivers et puis lisez. Voilà, métavers. D'accord, Stéphanie, Métavers. Ouais, non, moi, en fait, je lis très peu. J'aime bien les livres assez courts. Ouais.
Non, bah, en fait, c'est assez hétéroclite, hein, ce que je peux lire. Moi, j'aime bien aussi lire des livres étrangers. Pour le coup, là, je suis plutôt dans ma période découverte de l'écriture japonaise, donc où finalement, avec très peu d'action, il y a un milieu et une description tellement étonnante qu'on ne s'ennuie pas du tout. Et moi qui aime bien les livres assez courts et pas trop de descriptions, on rentre dans des espèces de descriptions d'ambiance avec des, Hmm. comment dire, des dialogues qui sont très courts. Et c'est l'ambiance qui prime. Et voilà, je suis en train de découvrir ça à travers certains auteurs japonais. D'accord, très intéressant. Voilà. Et la BD livre-jeu dont tu parlais, pardon. Ah, ouais, je l'ai pas. Alors, je peux te donner les références. Je vais retrouver D'accord, ça. tu me donneras les J'ai références. pas en tête. Il y Ouais, a, ouais, ouais, ouais. en On les livre-jeu, mettra. il Oui. y a toute une collection qui est vachement bien chez Grund. Je sais pas si C'est c'est ça. La planète aux 1000 pièges, la jungle aux 1000 machins. C'est vachement bien. Moi, j'achète ça Ah, pour mes c'est gosses. Je ça. les trouve. Toi, c'est quoi ta pirate? Ouais, et puis il y en a un qui vient de sortir aussi qui est D'accord. vachement bien. C'est l'épopée infernale. Je crois que c'est ça, hein, l'épopée infernale. Ouais, c'est ça, l'épopée infernale d'Émilie Plateau. C'est une petite BD interactive sur voilà, bah tu vois, voilà, ouais, je vais faire de la pub, voilà. L'épopée infernale d'Émilie Plateau, c'est sur les déboires d'une autrice de BD et c'est donc l'épopée infernale de comment réussir dans le monde très masculin de la bande dessinée. C'est vachement bien, c'est drôle, c'est très bien écrit. C'est un petit bouquin vraiment chouette. Donc voilà, ça je le conseille vivement. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. Hein. Enfin, un livre-jeu, pardon, où tu vas de paragraphe en paragraphe, machin. Faites le choix A, le choix B. Donc c'est vraiment chouette ce livre-là. Voilà. Tu vois, D'accord. petit conseil lecture du lundi. Eh ben écoutez, super, merci beaucoup à tous les deux. C'était un chouette podcast, hein. Donc chers auditeurs et chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à envoyer des petits coms si vous voulez avoir plus d'infos ou faire des remarques ou ou nous dire à quel point vous nous trouvez géniaux. Voilà, bon. Allez, merci Stéphanie, merci Cyril. Merci. Allez, je vous dis Merci, à bientôt. à bientôt. Au Allez, revoir. salut.